Pablo Picasso et Auguste Rodin appartenaient à deux générations différentes. Ils avaient 41 ans d'écart. Rodin est né en 1840 et Picasso est né en 1881. Et ils n'ont été contemporains que pendant une courte période qu'on a appelée la période rodinienne de Picasso. C'est durant cette période qu'on peut observer les liens formels et stylistiques les plus étroits entre Picasso et Rodin. Cette période commence en 1900, la date de l'arrivée de Picasso à Paris, et c'est aussi l'année de la fameuse rétrospective Rodin au pavillon de l'Alma, un événement majeur qui va marquer très fortement Picasso et qu'on détaillera dans un instant. Et elle s'achève en 1917, au moment de la mort de Rodin, au mois de novembre. Et pourtant, durant cette période historique, donc entre 1900 et 1917, Rodin et Picasso ne se sont probablement pas rencontrés. Le seul historien de l'art qui parle d'une rencontre possible entre Rodin et Picasso, c'est le biographe de Picasso, John Richardson, qui dit dans le premier volume de sa vie de Picasso que Rodin et Picasso se seraient rencontrés en 1906 au bateau Lavoir par l'intermédiaire du peintre Zuloaga, qui donnait une fête à l'occasion du baptême de son neveu. Mais donc il avait invité à cette occasion Picasso et Rodin tous les deux et tout leur entourage comme Fernand d'Olivier ou Rilke, mais on n'a aucune preuve d'une rencontre réelle entre Picasso et Rodin. Donc on préfère parler de rencontre artistique plutôt que d'une rencontre historique. Et inviter, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'exposition, à une relecture croisée de l'œuvre de Rodin à travers l'œuvre de Picasso, ou, comme on va le faire ici dans un instant, regarder les sculptures de Picasso à la lumière de l'œuvre de Rodin. Rodin et Picasso avaient un même rapport à la création qui était profondément expérimental. Et nombreuses sont les convergences artistiques qui vont lier les deux artistes. Donc on est ici autour de 1900 et lorsque Picasso arrive à Paris en 1900, Rodin est sur le devant de la scène avec sa rétrospective Rodin au pavillon de l'Alma en marge de l'exposition universelle. Donc la rétrospective Rodin, c'est un événement médiatique considérable. Tous les artistes et les personnalités influentes du monde de l'art se pressent pour voir cet événement. Et Rodin a lui-même orchestré et mis en scène son exposition, sa première rétrospective majeure. Donc Rodin va choisir les œuvres qu'il souhaite présenter, majoritairement des plâtres. Donc on va voir dans un instant le très audacieux Homme qui marche qu'il présente sur colonne dans sa rétrospective Rodin. Et surtout ce monument à Balzac, qu'il considérait comme son œuvre majeure, la plus importante de sa carrière, et dont Rodin va montrer au centre de la nef la version monumentale en plâtre. Picasso connaît intimement ce monument, c'est son premier choc visuel en arrivant à Paris. Ce monument fait scandale. Et Picasso en connaissait même jusqu'aux caricatures, puisqu'il connaissait très bien la caricature notamment qu'en a faite Hans Lerche, le sculpteur Hans Lerche, qui représentait le monument à Balzac de Rodin sous forme d'une otarie ou d'un phoque, comme on peut le voir dans la deuxième salle de l'exposition, une caricature, une petite statuette qui a été vendue à Montmartre et que va dessiner Picasso sur une feuille d'étude. Donc dans l'exposition, si vous allez la parcourir après la conférence, vous pourrez voir dans la deuxième salle l'exemplaire de cette caricature qui avait appartenu à Rodin. Le monument à Balzac de Rodin, donc, comme je vous le disais, c'était l'œuvre que Rodin considérait comme la plus importante, et c'était une sculpture qui va marquer un véritable tournant dans la sculpture pour son extraordinaire modernité,
Et sa pose élancée dissimulant les traits de l'écrivain comme fendant l'espace et à la limite de l'abstraction. Donc c'est une œuvre qui marque profondément Picasso et qui reviendra à plusieurs reprises dans l'œuvre de Picasso et notamment dans les années 50. On consacre une salle tout entière à l'influence du monument à Balzac chez Picasso au premier étage de l'exposition. Et vous verrez que durant ces années 50, toute une série de livres illustrés, une série graphique est marquée profondément par le monument à Balzac et notamment toute une tête de monument en lithographie dessinée par Picasso. Et Picasso avait très certainement visité aussi une exposition donnée par le musée Rodin en 1950 autour de Balzac et Rodin. Au tournant du siècle, en 1901, donc quand Picasso va se représenter, ce monument est si déterminant que son célèbre autoportrait bleu, Picasso se peint drapé dans son manteau de peintre, comme Rodin l'avait fait pour Balzac, qui était dissimulé dans sa robe de chambre. Donc, comme je vous le disais à l'instant, Rodin avait orchestré lui-même sa rétrospective. Il en avait même choisi l'affiche qui est peinte par Eugène Carrière. Et il avait très précisément étudié la lumière de son exposition. On peut voir que son exposition est éclatante de blancheur, dominée par les plâtres. Il crée également un dispositif très novateur de mise en scène qui est ses œuvres présentées sur colonne, qui crée comme une forêt de fûts de plâtre et qu'on va restituer également dans l'exposition. On a essayé de recréer cette atmosphère de forêt de colonnes qui avait profondément, certainement, impressionné Picasso au moment de sa visite de l'exposition. Une œuvre déterminante qui était elle aussi posée sur une colonne de plâtre est le célèbre Homme qui marche de Rodin, qui est particulièrement novateur puisqu'il est réduit à l'expression du mouvement pur, fragmentaire. Il est sans tête ni bras. Cet homme qui marche, Picasso va le dessiner sur un dos d'enveloppe. C'est une œuvre qui n'a jamais été exposée jusqu'ici au musée, qui est montrée pour la première fois depuis son entrée dans les collections du musée Picasso en 1979, au moment de la datation Picasso à l'État français. Donc, revenons sur la période rodinienne de Picasso. C'est une formule inventée par l'historien de l'art Werner Spies, qui est un spécialiste de la sculpture de Picasso, qui désigne donc cette période entre 1900 et 1917 où on peut faire le plus de rapprochements directs entre l'œuvre de Rodin et celle de Picasso. Werner Spies indique d'ailleurs que c'est très certainement en pensant à Rodin que Picasso modèle sa première sculpture, qui est une œuvre très modeste que vous pouvez voir ici à gauche, qui n'est pas plus haute que 15 cm, qui est modelée en terre crue et que Picasso donc, va créer à Barcelone en 1902. Et la terre crue, c'est aussi le matériau de prédilection de Rodin. Werner Spies disait que la femme assise de Picasso était comprimée en un bloc dans sa situation psychique et elle fait nettement penser à ce qu'on a appelé les sculptures blocs de Rodin, donc ces figures ramassées sur elles-mêmes comme emprisonnées dans un bloc de matière, comme par exemple Obsession que vous pouvez voir à droite sur l'image. Donc on montre dans une des vitrines de la troisième salle de l'exposition plusieurs exemples de ces sculptures blocs de Rodin rapprochées de la femme assise de Picasso. Cette posture montrant un personnage assis, donc les deux bras repliés sur le giron et les genoux ramassés, devient un motif récurrent
dans les œuvres de Picasso de la période bleue, à la fois en dessin et en peinture. C'est le motif par excellence de la miséreuse. On verra dans un instant que cette pose ramassée, introspective, c'est également celle du penseur de Rodin, que Picasso va accrocher justement en 1902. Il accroche une image sur le mur de son atelier à Barcelone. Ce qui rapproche les premières sculptures de Picasso des sculptures de Rodin, c'est également un traitement très expressif de la matière, une émotion pathétique, à tel point que l'on a parlé d'expressionnisme pour qualifier les œuvres de Rodin. Et ceci est d'autant plus net dans les œuvres où l'émotion est encore accentuée par la déformation physique du visage, comme dans ce dialogue entre le portrait de Baudelaire par Rodin ou la tête de picador au nez cassé de Picasso. Donc on voit sur le portrait de Baudelaire un très net contraste entre les parties creuses, donc les orbites des yeux, et les parties saillantes en relief, comme notamment ce front démesuré, ou dans le picador au nez cassé, une déformation physique accentuée, et notamment ce déséquilibre au niveau du nez du personnage. On a souvent comparé aussi la tête de picador au nez cassé de Picasso, de l'homme au nez cassé de Rodin, qui lui aussi a un visage très irrégulier, qui est source de pathos et d'émotion dans l'expression du visage. Le déséquilibre est également au cœur d'une autre sculpture de Picasso, la tête de femme Fernande de 1906, qui est un portrait de la compagne de Picasso, Fernande Olivier. On peut rapprocher ce portrait de la sculpture de Rodin, Camille Claudel au bonnet, où on observe une même dissymétrie dans le traitement du visage. Rodin estompe et atténue le trait de sa figure dans la moitié gauche, et va la dessiner beaucoup plus finement, de façon beaucoup plus détaillée dans la moitié droite, exactement comme va le faire Picasso pour sa tête, le traitement de sa tête de Fernande. Et l'année 1906 est une année particulièrement rodinienne, puisque c'est l'année de l'installation du penseur de Rodin sur les marches du Panthéon, qui est une véritable consacration pour l'artiste, et la presse va s'en faire abondamment l'écho, et on voit encore que l'influence rodinienne rejaillit sur la sculpture de Picasso durant cette année-là. Comme on le disait au début de la présentation, le penseur de Rodin est, avec le monument à Balzac, l'autre œuvre phare qui rejaillit à plusieurs reprises dans l'œuvre de Picasso. On a retrouvé dans les archives de Picasso un numéro spécial Rodin qui est paru en 1902 dans la revue barcelonaise Paliploma, et dans laquelle Picasso va découper une image du penseur qui est reproduite quasiment en pleine page et que vous voyez ici, si j'arrive à... voilà. Ici, là. Il va l'accrocher sur le mur de son atelier à Barcelone, comme vous le voyez sur cette photographie de 1902. Et ce qui est assez étonnant pour Picasso, qui pratiquait beaucoup ces assemblages d'œuvres sur les murs de ses ateliers, c'est qu'il va représenter, installer l'image du penseur à l'endroit, alors qu'il accroche ses peintures à l'envers. Et notamment ici, vous voyez les célèbres Pierrot Aubard de la période bleue. On l'a dit, le penseur de Rodin est une œuvre iconique à plus d'un titre pour Picasso. Cette œuvre était, comme vous le savez, à l'origine conçue pour faire partie du projet monumental de la Porte de l'Enfer,
Et si vous allez au musée Rodin, vous verrez aussi plusieurs rapprochements entre La Porte de l'Enfer et une autre œuvre iconique de Picasso, Guernica, où on tisse des liens à la fois au niveau des sources et sur les modes de composition entre La Porte de l'Enfer et la peinture de Picasso, Guernica. Donc le penseur va petit à petit s'autonomiser de ce projet de La Porte de l'Enfer et être agrandi dans sa version monumentale en 1902-1903 par le fondeur Eugène Rullier. Et vous voyez ici le plâtre monumental qui a servi à la fonte en 1903. Donc, le plâtre monumental est présenté de façon tout à fait exceptionnelle dans le vestibule du musée Picasso et je vous invite vraiment à le voir puisque sa présence au musée Picasso est tout à fait rare et exceptionnelle. C'est une œuvre qui est arrivée en plusieurs morceaux au musée, qu'on a installé en plusieurs parties et si vous regardez précisément ce plâtre, vous verrez plusieurs joints d'assemblage qui montre que cette œuvre a été montée in situ dans le musée. On a souhaité montrer en plein cœur de l'exposition, donc dans ce vestibule entre le rez-de-chaussée et le premier étage, un dialogue qui n'a jamais été fait entre le penseur monumental de Rodin et la grande baigneuse aux livres de Picasso, peinte en 1937. Qui est accroché sur le palier Jupiter de l'exposition. Donc, si vous montez l'escalier d'honneur, vous verrez à mi-hauteur conjointement le penseur de Rodin et au-dessus la grande baigneuse aux livres de Picasso. Donc, c'est un dialogue direct entre les deux œuvres. Et entre ces deux œuvres, on retrouve donc non seulement comme vous pouvez le voir ici à l'image, la même pose monumentale, donc la pose comme on l'avait vu tout à l'heure, ramassée sur elle-même, avec les bras repliés, le dos courbé, le menton appuyé sur le plat de la main, mais aussi un cadrage très serré, qui accentue encore l'effet monumental de la figure de Picasso, qui est presque une sculpture en peinture, qui est très plastique. Et on a encore ce qu'on voit beaucoup mieux en vrai qu'en image, c'est cette communion de palettes entre les deux œuvres, puisque le rose sablé de la figure de Picasso se rapproche très très bien du plâtre teinté de celui de Rodin. Donc cette résurgence dans l'œuvre de Picasso n'était certainement pas anodine. Et on sait aussi que le penseur de Rodin, c'est également Dante lui-même, c'est le poète par excellence, et Picasso et Rodin se sont tous les deux rêvés poètes, tout autant que sculpteur. Avec la grande baigneuse aux livres de Picasso en 1937, on a dépassé les limites chronologiques de la période rodinienne de Picasso et le parti pris de l'exposition est d'examiner les convergences entre Rodin et Picasso dans les procédés artistiques. Donc de montrer, comme je vous le disais au départ, que Picasso et Rodin avaient un même rapport à la création, un rapport profondément expérimental marqué par le contexte de l'atelier et notamment qu'ils partageaient un goût pour les matériaux et ce traitement très expressif de la matière qui est particulièrement visible dans leur rapport à l'inachèvement et à la technique de l'empreinte. Pour Rodin, comme pour Picasso, la figure de Michel-Ange était une référence. Picasso possédait 2 moulages des esclaves de Michel-Ange dans sa collection et les références au Non Finito de Michel-Ange sont directement revendiquées par Rodin. Si vous regardez ces sculptures notamment qui montrent
des parties non travaillées, laissées brutes, à l'image des sculptures de Michel-Ange. Le non finito, c'est une formule inventée par l'historien de l'art de la Renaissance italienne Giorgio Vasari, qui qualifiait ainsi les sculptures de Michel-Ange, qui étaient marquées par ce caractère donc inachevé, non terminé, où Michel-Ange laissait volontairement certaines parties brutes, le matériau apparent, et non travaillé, comme vous le voyez ici sur certaines parties des sculptures de Picasso et Rodin, notamment la tête du personnage de Picasso sculpté à Boisgeloup en 1933, où le plâtre est brut, non travaillé, où la pierre sur laquelle est assise le Médée dans le plâtre original d'Auguste Rodin. Donc le traitement expressif de la surface est encore davantage révélé par la technique de l'empreinte qui visait à imprimer dans le plâtre frais un matériau, comme par exemple ici avec le personnage de Picasso, on a quasiment l'intégralité du corps du personnage qui est constitué par une empreinte de papier froissé, ou dans le plâtre original de Médée, l'empreinte d'un textile qui forme quasiment aussi l'intégralité de la sculpture. Je vais conclure en passant de l'espace public, de l'espace privé de la création dans l'atelier à l'espace public. L'homme au mouton de Picasso, c'est le premier monument de Picasso qui est inauguré dans l'espace public, puisqu'il est installé en 1950 sur la place du marché de Vallauris. On peut voir ici plusieurs rapprochements entre l'œuvre de Rodin et la sculpture de Picasso, et notamment ce traitement expressif de la surface qu'on a plusieurs fois regardé. Le plâtre de Picasso, enfin l'homme au mouton, il est d'abord créé en plâtre en 1943 dans l'atelier des Grands Augustins. Et si on regarde précisément la surface, on peut voir ce côté très vibrant qui rappelle les sculptures de Rodin. C'était un plâtre que Picasso avait modelé hâtivement en le travaillant au doigt. Donc on a vraiment ce côté miroitant qui rappelle les surfaces expressionnistes de Rodin. Et on peut également, comme cela a souvent été fait, rapprocher l'homme au mouton de Picasso du Saint Jean-Baptiste de Rodin pour sa dimension idéologique. L'homme au mouton de Picasso, c'est une œuvre donc, qui a été installée dans le contexte de l'après-guerre, qui a parfois été assimilée à l'image du bon pasteur, donc une figure porteuse d'un message de paix, comme l'était le prédicateur Saint Jean-Baptiste, annonciateur de la venue du Christ. Donc ce ne sont là que quelques exemples de convergence entre Picasso et Rodin, et je vous invite à découvrir l'exposition pour observer d'autres rapprochements, et parfois dans d'autres domaines de création que la sculpture, puisque dans l'exposition, on a tenu à réunir tous les domaines de création, que ce soit donc la peinture, la sculpture, les arts graphiques, les livres illustrés, mais aussi les céramiques, les assemblages et des œuvres moins connues comme les constructions et papiers découpés des deux artistes, et également les collections personnelles qui sont convoquées pour Picasso et Rodin, puisque Picasso et Rodin étaient tous les deux de grands collectionneurs à la fois de peinture, de sculpture, d'objets extra-européens ou d'archives. Voilà, je vous remercie de votre attention.